Et c'est le débat du samedi soir qui oppose cette semaine Marie-Laure Harel de l'UMP, que vous connaissez, qui est une titulaire de ce débat du samedi soir. Bonsoir. Bonsoir. À Juliette Méadel, qui est une invitée d'un soir. Bonsoir. Du Parti Socialiste, dont vous êtes, je rappelle, l'une des porte-paroles. Demain, donc, ont lieu en Grèce des élections qui s'annoncent par avance historiques, puisque tous les sondages donnent le parti Syriza gagnant. Et Syriza, c'est un parti de la gauche radicale, on dirait en France de l'extrême gauche. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous comprenez un peu, carrément, pas du tout, que les Grecs s'apprêtent à confier leur avenir à un parti de la gauche de la gauche? Et évidemment, c'est d'abord à vous que j'ai envie de poser la question, vous qui êtes socialiste, Juliette Méadel. Mais les Grecs ont souffert énormément, on l'a vu d'ailleurs dans votre reportage. Le gouvernement de droite, qui est le gouvernement actuellement en place, a mis en œuvre des politiques d'austérité assez drastiques. Le SMIC a diminué, on était à 800 €, maintenant il est à près de 500 €. Les Grecs n'ont pas de couverture sociale, en tout cas au moins pour un quart d'entre eux. Regardez ce qu'ils font avec la liberté de la presse. Le gouvernement a même empêché au leader de Syriza de s'exprimer en octobre lorsqu'il a présenté son programme. Il a interdit aux chaînes publiques de diffuser son intervention. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui est un gouvernement conservateur et qui est un gouvernement qui a contribué à la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd'hui le peuple grec. À la demande de l'Union européenne, de Mme Merkel, alors il y a cette peut-être troïka, même de Monsieur Hollande. Il y a une troïka qui s'occupe du règlement de la dette, et puis après il y a un gouvernement qui est responsable de la négociation. Bon, donc on peut pas considérer que tout est la faute de l'Europe, pas du tout. Ce que je dis, c'est que moi je comprends que les Grecs aient envie de tourner la page de ce gouvernement. Et évidemment que je le comprends, et même pratiquement, j'ai rien à dire. C'est la voix du peuple grec qui prime, donc c'est la démocratie. Mais Syriza, Ensuite, ça vous emballe, parce que c'est ça que... Mais j'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute quand vous dites un parti d'extrême gauche, gauche radicale. Vous êtes un peu en train de le diaboliser. Mais regardez quand même quelque chose d'assez clair. D'abord, c'est un parti qui dit tout de suite, nous, on reste dans la zone euro. Ensuite, c'est un parti dont le leader dit lui-même, mais nous allons négocier avec l'Europe. Et puis c'est aussi un parti qui dit, attention, si nous gagnons, il n'est pas question de plus payer d'impôts. D'ailleurs, il a même présenté un programme où il finance l'ensemble des dépenses à venir en disant nous allons les financer de deux façons. D'abord en luttant contre la fraude fiscale avec des recettes, ça va nous rapporter 3 milliards, et en utilisant les fonds européens. Autrement dit, comme tous les grands pays, y compris comme la France, on s'appuie sur les fonds européens pour se financer. Deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, c'est dommage de tout remettre sur le dos d'un gouvernement conservateur, parce que je vous signale que si aujourd'hui les Grecs se tournent vers l'extrême gauche, c'est parce qu'ils ont tenté la gauche, nouvelle démocratie, rien n'a fonctionné, et donc aujourd'hui se radicalisent. Donc c'est de la faute de la gauche et de la droite si rien n'a marché localement. Deuxièmement, quand vous dites que le parti qui va gagner ou qui a déjà gagné n'est pas si eurosceptique, c'est faux. La position de M. Tsipras n'est pas claire du tout. En 2012, il disait clairement qu'il voulait sortir de la zone euro. Aujourd'hui, il dit qu'il veut négocier, mais on ne sait pas trop s'il veut annuler la dette, la renégocier. Donc sa position n'est pas du tout claire, et personne n'est capable de dire clairement ce qu'il pense et ce qu'il a l'intention de faire. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que dans un pays, on soit tenté par les extrêmes, dans un contexte politique et économique qui est désastreux? Ça peut éventuellement se comprendre. Est-ce qu'on peut cautionner la démarche, comme vous essayez de le faire, de partis extrêmes? Je ne suis pas du tout d'accord. L'extrême droite, l'extrême gauche, c'est un petit peu la même chose. Et vous remarquerez que les plus fervents défenseurs de M. Tsipras en France s'appellent M. Mélenchon et Mme Le Pen. Qu'ont-ils en commun? L'euroscepticisme. Alors, c'est bien de taper sur l'Europe, mais on est bien content quand on s'appelle la Grèce et qu'on est à 2 doigts de la faillite, d'avoir un emprunt de 250 milliards d'euros, de se faire effacer un tiers de sa dette. L'austérité, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité de temps en temps, et les mesures que la Troïka, donc la BCE, le FMI et la Commission ont imposé à la Grèce, ont aussi conduit à du bon. Certes, comme vous l'avez dit, la situation de la Grèce n'est absolument pas résolue, mais il n'empêche qu'après 6 ans de récession, la Grèce arrive à 3% de croissance alors que nous, on tourne autour de 0. Leur déficit est passé de 15 à 0,2%. Et deuxièmement, les partis extrêmes, quand même, il faut le rappeler, c'est que leur beurre, c'est de surfer sur le malheur des gens pour promettre des choses qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire. Mais je trouve ça va bien. Attendez, je termine, j'en ai pour 2 secondes. Ça va bien de promettre l'augmentation du SMIC, l'augmentation des retraites, d'embaucher des fonctionnaires. Mais on fait comment quand on n'a pas d'argent? On fait comment quand on a un PIB qui a régressé de 25%, on est endetté à hauteur de 180% du PIB, qu'on a 25% de chômage? On fait comment tout ça? Juliette Méadel. Moi, je ne me permettrai pas de juger de l'opportunité ou de la nature même du vote qui aura lieu demain. Je dis simplement ceci. Et le président de la République l'a dit très clairement. Le peuple grec
décidera. Ça n'est pas à nous, Français, aller leur donner. Je ne suis pas permise de contester. Je me permets d'avoir une opinion quant à l'opportunité de l'extrême gauche et la situation d'aller de leur l'Europe. donner des leçons sur la façon et sur le choix des dirigeants politiques. C'est leur souveraineté totale. Je dis simplement ceci. Moi, je préfère que les Grecs votent pour Syriza plutôt que pour l'extrême droite. Parce que, voyez-vous, Syriza, aujourd'hui, n'est pas sur les valeurs qui sont des valeurs d'extrême droite et de rejet de l'autre que l'on connaît dans des partis actuellement en Grèce qui sont proches des nazis. Donc, je préfère vraiment qu'ils aillent sur Syriza et, encore une fois, je conteste je tiens quand même à dire un mot. Attendez, je termine. Il s'agit d'un parti qui a indiqué très précisément, contrairement à ce que vous disiez, qu'il voulait rester dans la zone euro. Et moi, je leur fais confiance pour être capable de gérer et de très bien négocier la question du rééchelonnement de leur dette. Je n'ai jamais contester la souveraineté d'un peuple à choisir le parti qui va le diriger. En revanche, vous qui êtes supposé normalement être pro-européenne, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas une crise inévitable si l'extrême gauche grecque, dont la politique est absolument incompatible avec la Troïka, si cette gauche arrive au pouvoir, vous ne pouvez pas dire qu'il y a est-ce une que vous crise, pensez vraiment on arrivera à éviter une crise et que ce sera sans conséquence. Mais je vais vous dire quelque chose. Voilà. Que ce soit la gauche ou la droite, de toute façon, il faudra renégocier, rééchelonner le paiement de la dette grecque. La Grèce aura du mal à payer sa dette. On a un autre sujet à aborder. De toute façon, il faudra négocier. Et alors, on fait quoi? C'est pas parce que Syriza gagne que tout s'arrête. Ils négocieront, c'est tout. Allez, deuxième sujet. D'accord, donc on va rééchelonner, annuler la dette et prendre le risque d'une contagion vers l'Italie, vers l'Espagne. Et c'est donc pour vous la bonne sortie, la bonne solution? Moi, je ne sais pas quels seront exactement les termes de la négociation, forcément. Mais le leader de Syriza a déjà dit qu'il y aurait probablement une partie, et il le souhaite, qui soit annulée, et une partie dont il souhaite qu'elle sera rééchelonnée. Mais après, c'est une négociation qui s'engage. Et donc, c'est un rapport de force politique. Comme la Grèce a besoin des fonds structurels, elle va bien être obligée de lâcher du lest. Et d'ailleurs, il a déjà dit, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, le leader de Syriza a écrit un papier dans le Financial Times aujourd'hui, en indiquant très clairement qu'il s'engagerait dans une négociation avec l'Europe. Donc, allez, il est en train de préparer la suite. Les dirigeants européens ont tort de s'inquiéter. Ça vient demain. Le président Hollande est allé aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Riyad, au lendemain de la mort du roi Abdallah, pour présenter les condoléances de la France et rencontrer le nouveau roi Salman. Qui rencontre le nouveau roi est une chose. Qu'on se précipite dans un pays qui pratique la charia au plus haut niveau dans les heures qui suivent la mort du roi, était-ce nécessaire? Florian Philippot du Front National s'est dit indigné par cette visite. Je voudrais savoir si elle vous choque un peu ou pas du tout. Marie-Laure Harel. Bon, il y a une première chose. D'abord, un peu de polémique forcément. Je constate que la gauche est prompte à donner des leçons qu'elle ne s'applique pas. François Hollande a exercé des critiques très amères quand Nicolas Sarkozy a reçu Kadhafi. Je le comprends. François Hollande a fait un beau discours au Bourget disant, je le cite texto, qu'un président de la République, ça ne recevait pas des dictateurs en grand apparat. Qu'a-t-il fait dans les 2 mois qui ont suivi son élection? Il a reçu 6 dictateurs. Ali Bongo, le président d'Azerbaïdjan, dont il n'a même pas voulu une photo commune au passage. Tout ça pour dire qu'on ne choisit pas ses interlocuteurs. Si on ne devait parler qu'avec des États et des dirigeants qui avaient un respect scrupuleux des droits de l'homme, on ne parlerait plus à grand monde et sans doute entre un peu moins. Qui vient planter sa tente dans les jardins de l'Élysée, je vous suis pas trop sur la comparaison. Moi, je pense qu'il n'y a pas de concours à faire. Obligé de laisser Kadhafi venir planter sa tente dans les jardins de l'Élysée. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de leçon donnée. Je suis même en train de vous dire qu'on ne choisit pas ses interlocuteurs. Vous êtes d'accord avec ça? Attendez, je termine. Donc, si on ne parlait plus aux personnes qui n'avaient pas un respect scrupuleux des libertés individuelles, on parlerait peut-être un peu moins à la Russie et à la Chine. L'Arabie Saoudite a une importance économique conséquente, représente des échanges et des potentiels économiques énormes pour la France, a une importance géopolitique, fait partie de la coalition qui lutte contre l'État islamique. Ce n'est pas pour rien si Obama, je crois qu'il a annulé, Cameron ont bousculé leurs agendas. Donc maintenant, il y a une chose et une seule, la question des droits de l'homme. On est plus fort quand on dialogue que quand on tourne le dos. Encore faut-il avoir le courage de dialoguer. Je ne pense pas que François Hollande puisse en être capable. Je ne suis pas sûre que ça fasse partie des sujets qu'il ait abordés avec Poutine ou Nazarbayev, par exemple. Donc la question est là. Aura-t-il le courage ou pas d'aborder cette question? Moi, je crois qu'on est dans un moment où il y a une menace commune. Il y a une menace commune pour l'Arabie Saoudite, pour l'ensemble des pays de la communauté internationale, pour la France face au terrorisme. Et je crois que l'Arabie Saoudite, c'est une partie du problème
du djihad, faut pas se mentir, mais c'est aussi une partie de la solution. Et donc, il vaut mieux discuter et il vaut mieux essayer d'en faire un interlocuteur pour essayer de lutter mieux contre le terrorisme. Maintenant, il y a aussi un autre point. C'est vrai, sur les questions économiques, on ne peut pas dire que ça ne nous arrange pas que le prix du pétrole baisse. Et donc, et comme c'est l'Arabie Saoudite qui en a pris l'initiative. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est que je crois qu'il faut reconnaître, et tous les présidents de la République française sont allés en Arabie Saoudite, de François Mitterrand. Donc le jour où vous serez dans l'opposition, vous ne crierez plus en levant vos bras comme ça parce que... Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut être intraitable sur nos valeurs, intraitable sur nos principes, sur l'universalité des droits, sur l'égalité homme-femme. D'ailleurs, sans faire de mauvaise polémique, je n'ai pas compris pourquoi la présidente du FMI avait indiqué que Laurent Abdallah était, ou la directrice générale du FMI a indiqué que Laurent Abdallah était un grand défenseur des droits de la femme. Je crois qu'elle n'avait pas vu sans doute la vidéo où on voit une femme se faire décapiter la semaine dernière. Enfin, je ferme la parenthèse. Justement, il faut être intraitable sur les valeurs, intraitable sur l'égalité homme-femme et faire du mieux qu'on peut pour essayer d'utiliser les moments de dialogue pour mieux lutter contre le terrorisme. Merci à toutes les deux. C'en est fini. C'était intéressant. Vous finissez sur un accord, ce qui n'est pas plus mal. Sur Twitter, vous pouvez poursuivre le débat parce que Marie-Laure Harel y est et Juliette Méadel aussi puisqu'elle m'a pris, elle me follow depuis ce matin. Merci.